Chers patients, bonjour. Cette présentation s'adresse à ceux d'entre vous qui vont subir une intervention de la colonne cervicale. Tout d'abord, quelques notions d'anatomie. Notre colonne elle est faite au niveau cervical de 7 vertèbres reliées entre elles, dont le rôle principal est d'assumer la protection de la moelle épinière qui se trouve à l'intérieur, donc que vous voyez ici en vert sur cette diapositive. Qui est-ce qui doit être opéré de la colonne cervicale? Bien, c'est deux types de patients. C'est des patients qui ont des douleurs dans un bras ou dans la main suite à un nerf qui est coincé au niveau cervical, soit par une hernie discale, soit par de l'arthrose. Un deuxième groupe de patients, c'est ceux qui ont des troubles liés à la compression de leur moelle épinière au niveau cervical. Et ces troubles peuvent se traduire par des pertes d'équilibre lors de la marche, avec ou sans des troubles, par exemple, de la dextérité manuelle. Ces patients-là peuvent aussi avoir des fourmis également dans les mains, mais qui ne sont pas toujours liés uniquement à ce problème-là. Juste une illustration, les douleurs dans le bras ou dans la main, par un nerf coincé, comment ça se présente sur les images? Eh bien, les gens qui ont une hernie cervicale, par exemple, ont un nerf qui est coincé à la sortie de la moelle épinière. Ça, c'est une IRM de profil, donc on regarde votre colonne de profil. Et puis là, on vous regarde par les pieds, mais on coupe la colonne en tranches, un peu comme un salami, et puis on regarde par les pieds. Donc ça, c'est le côté droit du patient, ça, c'est le côté gauche. Et ici, la ligne verte nous dit que cette coupe-là passe entre ces deux vertèbres. Eh bien, à droite du patient, donc à gauche sur cette image, de gauche, vous voyez une hernie discale qui comprime une racine. Vous avez aussi un autre cas de figure, donc comme on en a parlé tout à l'heure, c'est les patients qui ont une compression de leur moelle épinière par une grosse hernie discale qui leur donne des troubles de l'équilibre et des troubles de la dextérité des mains. Pas nécessairement les deux en même temps. Alors la compression de la moelle épinière peut être liée aussi tout simplement à l'arthrose qui vient avec l'âge. D'ailleurs, c'est ça le scénario le plus classique. Des personnes au-dessus d'un certain âge peuvent avoir, en raison de l'arthrose, un rétrécissement du canal, donc du tunnel qui se trouve dans la colonne cervicale, avec comme conséquence la compression de la moelle épinière et puis la dysfonction de celle-ci, avec des troubles de la marche et des troubles de la dextérité manuelle. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la chirurgie? Que fait le chirurgien? Eh bien, on doit décomprimer les éléments nerveux, donc la moelle épinière ou les racines. Ceci se fait bien entendu sous anesthésie générale, avec des instruments particuliers. En particulier, on a un microscope opératoire qui permet d'illuminer et agrandir, et on a des instruments fins comme des petites fraises, comme chez le dentiste, pour enlever tout ce qui est os et libérer la moelle épinière et les nerfs. Pratiquement, comment ça se fait? Donc, la plupart des opérations de la colonne cervicale se font par devant. Vous avez ici donc, la vue d'un patient, une vue de synthèse, sur laquelle vous voyez l'incision qui se fait, donc souvent du côté droite de la colonne cervicale. On regarde du problème qui est à opérer. On doit écarter la musculature, on ne doit pas tellement couper par devant, donc c'est une opération qui ne fait pas tellement mal. Il y a quand même quelques structures qu'il faut déplacer pour arriver à la colonne. En particulier, vous avez la thyroïde, la trachée et l'œsophage qui passent devant, qu'on doit tirer d'un côté pour se frayer le chemin, donc sans rien couper. Donc là, sur cette diapositive, vous ne voyez plus la thyroïde, mais on voit bien la trachée et l'œsophage. Et plus haut, là où il y avait la thyroïde, il y a derrière cette structure, il y a le larynx avec les cordes vocales, donc c'est ce qui nous permet d'émettre des sons. Une fois qu'on a écarté toutes ces structures, eh bien, on arrive sur le disque. Sur cette diapositive, le disque le plus fréquent, par exemple, c'est entre la 5e et la 6e vertèbre, ou ses voisins au-dessus ou en dessous. Donc ça, c'est la région la plus fréquemment atteinte.
Et une fois qu'on a atteint le disque, eh bien, on l'enlève pour exposer au fond la moelle épinière et les racines nerveuses qui vont dans les membres supérieurs. Et une fois qu'on a enlevé le disque, eh bien, on met quelque chose à la place pour ne pas laisser le vide parce que ça créerait une certaine instabilité. Donc on met une petite cale qu'on appelle une cage, qui est une petite boîte en plastique ou en métal creuse dans laquelle on met la greffe. C'est souvent au niveau cervical pour éviter de prendre la greffe ailleurs dans le corps. On utilise le plus souvent des substituts osseux, donc des substances qui remplacent l'os. Vous voyez dans l'image ici à droite cette petite cale, cette petite cage entre les vertèbres. Alors ici quelques radiographies de patients qui ont subi ces opérations-là. Si un seul niveau doit être opéré, on peut le faire avec une petite cale qui a deux petites vis intégrées pour qu'elle ne glisse pas. Parfois, on peut mettre aussi une petite plaque pour éviter aussi justement que cette petite cale ne bouge. Mais il y a d'autres patients qui ont besoin de libérer les nerfs ou la moelle sur plus qu'un disque, donc 2 voire 3 disques souvent contigus. Bien, dans ces cas-là, on est amené de mettre non seulement les petites cales qu'on voit ici sous forme de petits points blancs, de petits traits blancs sur l'image de droite, mais on voit aussi cette plaque qu'on doit mettre pour consolider le tout. Alors, il y a certains patients qui ont besoin d'être opérés plutôt par derrière. Ça, c'est des cas plus spécifiques. Par exemple, si la moelle épinière elle est comprimée par derrière, par une structure postérieure, le plus souvent le disque et la hernie se trouvent à l'avant de la moelle épinière, mais parfois c'est l'arthrose qui pèse sur la moelle épinière par derrière. Et dans ces cas-là, pour être plus efficace, on doit passer par derrière pour libérer la moelle épinière en enlevant la partie postérieure des vertèbres qui s'appellent les lames. Donc vous avez un exemple ici sur l'image de gauche, une compression par les lames derrière, et sur l'image de droite, c'est l'IRM après l'opération, où on voit que la moelle épinière est libérée. Il y a d'autres cas où on est aussi amené à opérer par derrière, et ça c'est des patients qui ont par exemple des multiples glissements de vertèbres, et pendant ces opérations-là, on est amené à stabiliser leur colonne avec des vis, et quand on fait ça sur plusieurs niveaux, bien c'est plus efficace de faire ça par derrière. C'est des opérations qui font un peu plus mal quand même que les opérations qu'on fait par devant, parce qu'on doit déplacer, on doit couper et écarter la musculature de la nuque, ce qui fait beaucoup plus mal. Mais la plupart des opérations qu'on fait par devant, eh bien, elles sont très très peu douloureuses. Pendant l'opération, on utilise aussi des instruments particuliers pour vérifier que votre moelle épinière marche bien. Pas dans tous les cas, mais chez des patients qui ont par exemple déjà eu une souffrance de leur moelle épinière, eh bien on veut s'assurer que cette souffrance ne s'aggrave pas pendant l'opération, et le moyen par lequel on s'assure qu'elle marche, cette moelle épinière, c'est de mettre des petites électrodes sur la tête, de stimuler avec un courant électrique faible et de mesurer la réponse au niveau des muscles des jambes et des bras. Ça nous donne des graphiques comme sur l'image de gauche sur cette diapositive, un peu comme l'électrocardiogramme. Donc on vérifie que la moelle épinière marche bien pendant qu'on fait ces opérations. Qu'est-ce qu'on fait après l'opération? Eh bien, on vous lève assez vite. Donc si l'opération est relativement courte, par exemple, si on doit libérer uniquement un seul niveau par devant, eh bien, vous allez être levé le jour même. La durée d'hospitalisation est relativement courte, surtout pour les patients qu'on opère par devant, entre 3 et 5 jours. Si on opère par derrière, les opérations sont quand même plus douloureuses, les patients requièrent de rester plus longtemps à l'hôpital, ça peut aller jusqu'à une semaine. Quand on opère, dans les deux cas, on met des drains pour éviter qu'il y ait un hématome, donc une collection de sang qui se forme. Pour des raisons de confort personnel, on vous prescrit une collerette mousse. Ça met un tout petit peu en repos la musculature, surtout si vous avez été opéré par derrière, ça vous soulage. Si vous avez été opéré par devant, on n'est pas obligé, mais la plupart des gens se sentent quand même mieux protégés, peut-être sur le plan psychologique, par une petite collerette mousse. Puis ça montre aussi à l'entourage que vous avez été opéré de la colonne cervicale. Ça évite peut-être que quelqu'un dans la rue vous fasse un croche-pied. Mais le rôle de la collerette n'est pas absolument indispensable.
vous allez rentrer à la maison si vous n'habitez pas seul, parce qu'on retrouve assez vite son indépendance. Par contre, il ne faudrait pas conduire pendant en tout cas 2 mois, parce qu'on n'a pas toutes ces capacités pour tourner la tête rapidement et éviter un obstacle, par exemple. Donc c'est plus prudent de ne pas conduire dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on peut espérer après une opération de la colonne cervicale? Quelle est l'évolution la plus probable? Eh bien, si vous avez très mal dans le bras ou dans la main, on a plus que 80% de chances de vous libérer de ces douleurs dans le bras. Au niveau de la compression de la moelle épinière, c'est plus délicat. C'est une opération qui, en règle générale, a comme but d'arrêter la progression de l'effet néfaste qu'a la compression de la moelle épinière. Donc, si vous marchez très très mal et vous avez une perte de la dextérité des mains, après l'opération, vous ne récupérez pas toujours très bien et tout. Dans la majorité des cas, on espère stabiliser la situation. On peut malheureusement même au début avoir une petite aggravation, dans des cas même rares, une grande aggravation qui, heureusement, dans la plupart des cas, récupère. Mais le but, c'est d'éviter que votre moelle épinière souffre et d'éviter la paralysie quelque part. Par contre, ce n'est pas une opération qui est faite pour vous débarrasser des douleurs cervicales. Si vous aviez mal à la nuque avant l'opération, un certain niveau de douleur, malheureusement, peut persister. Et si on n'opère pas, qu'est-ce qui se passe? Bien, si vous avez un nerf coincé sur une hernie cervicale, surtout les hernies classiques qu'on appelle molles, plutôt que l'arthrose qui coince un nerf. Donc si vous avez une hernie molle, bien ces hernies, avec le temps, peuvent diminuer et la douleur dans le bras peut s'améliorer. Par contre, si vous avez de l'arthrose qui coince le nerf, de l'os donc qui a poussé et qui coince le nerf qui va sortir de la colonne cervicale, eh bien, on est moins sûr que dans ce cas-là, ne rien faire va vous guérir tout seul. Par contre, si votre moelle épinière elle souffre, eh bien, c'est hautement conseillé de la libérer parce que si on ne fait rien, eh bien, un certain pourcentage de patients continue à s'aggraver et une fois que les dégâts ont été faits au niveau de la moelle épinière, eh bien, ils peuvent être irréversibles. Donc si vous venez au moment où vous marchez très très mal, quasiment plus, eh bien, opérer dans ces conditions-là, c'est non seulement plus délicat et plus dangereux pour la moelle épinière, mais on a moins probablement d'espoir de récupérer une bonne fonction. Si on a mal dans le bras, avant d'opérer, on peut aussi, bien entendu, dans certains cas, essayer des infiltrations de cortisone, et puis si les douleurs passent, si elles sont supportables, bien entendu, il n'y a pas lieu à opérer. Comme toute opération, bien entendu, il y a certains risques, et il est important que vous soyez informés, que vous les ayez compris. Comme toute opération, il y a quelques petits risques pour la santé en général, des complications d'ordre général, comme on appelle. Par exemple, un petit risque de faire un problème cardiaque sous forme de troubles du rythme ou infarctus, comme ça c'est beaucoup plus rare si on est en bonne santé. Des problèmes pulmonaires, des infections pulmonaires ou des embolies pulmonaires, c'est quand même très très rare de faire des embolies pulmonaires, donc des caillots de sang qui vont dans les poumons, si on se fait opérer d'une colonne cervicale, surtout par devant. Ce risque d'embolie est beaucoup plus élevé chez des patients qui sont opérés par exemple d'une hanche ou d'un genou. Il y a un tout petit risque de lésion nerveuse et c'est ce qui fait peur aux gens. Bien sûr, on opère devant la moelle épinière et la moelle épinière contrôle la mobilité de tout le corps. Il y a un tout petit risque. Ce risque est plus grand chez les patients qui ont déjà la moelle épinière qui souffrent beaucoup. Il y a aussi un tout petit risque pour le nerf qui va dans le bras s'il est très coincé, qu'on doit aller le libérer, avec la possibilité d'une faiblesse d'un groupe musculaire isolé. Les complications catastrophiques sont extrêmement rares, fort heureusement. C'est quoi le scénario catastrophe? Ce serait la tétraplégie, bien entendu, mais fort heureusement, ça c'est quelque chose d'extrêmement rare. Moi, personnellement, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vu, mais on n'est jamais à l'abri de ce type de complications catastrophiques. Autre lésion possible, donc autre risque, c'est de provoquer une lésion vasculaire. Ça, c'est quand même plutôt rare. C'est des lésions des artères et des veines qui montent vers le cerveau, donc c'est quand même assez rare. L'hémorragie, en règle générale, ce n'est pas une opération qui saigne beaucoup, donc on n'a quasiment jamais besoin de transfuser les gens, sauf peut-être quand on opère par derrière,
Les opérations par devant, ça saigne vraiment pas beaucoup. Par derrière, ça peut saigner beaucoup. De temps en temps, on aurait besoin de transfuser les patients. De nos jours, la transfusion est un geste contrôlé. On vérifie que le sang qu'on vous donne n'est pas issu d'un patient qui a été infecté par le virus de l'hépatite ou du sida ou d'autres maladies transmissibles. Mais en règle générale, on ne s'attend pas à ce qu'on vous transfuse après ce type d'opération. Ce qui peut arriver après l'opération, c'est un hématome. Alors l'hématome, au niveau cervical, c'est très ennuyeux pour deux raisons. Il peut soit comprimer la moelle épinière, ce qui peut provoquer des dégâts considérables, et ça c'est surtout fréquent quand on opère par derrière, ou bien, ça peut arriver si on opère par devant, cet hématome peut comprimer les voies aériennes, et ça peut être très dangereux, raison pour laquelle on met des draps après l'opération, on vous surveille très de près pendant les premières 24 heures. Et si on a un hématome, eh bien, on doit aller vite le décomprimer en urgence. Fort heureusement, ces hématomes-là, surtout qu'on doit aller décomprimer en urgence, sont plutôt rares. Une brèche dans la couverture des nerfs est aussi possible, mais fort heureusement, de nouveau, par devant, c'est beaucoup plus rare. Donc la moelle épinière, elle baigne dans du liquide céphalorachidien qui est produit par les ménages du cerveau, si vous voulez. Et ce liquide coule autour de la moelle épinière, et la moelle épinière, elle est entourée par une fine membrane qui peut se déchirer pendant l'opération, mais ça c'est plus fréquent quand on opère par derrière et beaucoup plus rare quand on opère par devant. Fort heureusement aussi, les conséquences de ces brèches durales sont beaucoup plus faibles quand on opère au niveau cervical que quand on opère au niveau de la région lombaire. Par exemple, une simple hernie discale peut aussi, au niveau lombaire, avoir comme risque cette brèche durale. Il y a aussi finalement des risques pour les organes du cou, donc tout ce qui passe devant la colonne cervicale, l'œsophage ou la trachée, que vous avez vu dans la première diapositive sur l'anatomie. C'est des lésions graves, mais fort heureusement extrêmement rares. Lésions de la thyroïde, ça aussi c'est extrêmement rare. Il y a une lésion que vous devez connaître, un risque que vous devez connaître, c'est le risque de paralysie de la corde vocale, parce qu'il y a un tout petit nerf qui passe devant, tout près de l'endroit où on doit opérer, et on peut l'étirer pendant qu'on repousse les structures pour aller sur la colonne, et quand ce nerf est tiré, eh bien ça peut donner une paralysie d'une des deux cordes vocales, et ça peut donner une voix rauque. Donc c'est important de le savoir si vous avez un métier qui implique l'utilisation de la voix de façon très intense. Fort heureusement, c'est rare, et si vous avez cette complication, dans une proportion de cas, c'est transitoire et la voix pourrait revenir. Mais il y a un petit risque qu'il faut connaître, qui est peut-être de l'ordre de 4%. Quels sont les autres risques? Un petit risque d'infection. Quand on opère par devant, le risque d'infection est presque 10 fois moindre que quand on opère par derrière, donc c'est relativement rare. Quand on met des vis pour bloquer les vertèbres ou des petites cales, bien parfois ça peut ne pas consolider. De nouveau, fort heureusement, c'est pas très gênant parce qu'il n'y a pas beaucoup de force qui passe dans la région cervicale. Ça aurait été beaucoup plus embêtant pour une opération du bas du dos, mais au niveau cervical, même si la greffe, l'os artificiel, si vous voulez, qu'on a mis dans les petites cales ne consolide pas entièrement, c'est rare qu'on ait des symptômes sévères, et c'est encore plus rare qu'on soit amené à réopérer. Des douleurs, si on opère par devant, il y a peu de douleurs, peut-être au début un peu de peine à avaler, mais qui revient vite avec le temps. Par contre, si on opère par derrière, là, les douleurs mettent assez longtemps avant de s'améliorer. Ça peut mettre jusqu'à 6 semaines, et on peut même garder des douleurs permanentes après une opération conséquente faite par voie postérieure. Mais par voie antérieure, c'est rare que ces opérations laissent des douleurs durables. Bien entendu, il y a aussi un tout petit risque lié au neuromonitoring. Donc si on vous fait ces petites stimulations, ces petits électrochocs pour vérifier si votre moelle épinière marche bien, il y a un tout petit risque de se mordre la langue ou de faire une crise d'épilepsie. C'est aussi des choses extrêmement rares et plutôt bénignes. Bien sûr, il y a tous les autres facteurs de risque qui sont liés à votre état de santé. Donc si vous avez des facteurs de risque, obésité, hypertension, diabète, des problèmes cardiaques préexistants, eh bien tout ça peut alourdir un petit peu, peut faire que vous avez plus de risque de faire des complications. Le risque de mourir de cette opération
est très faible. Donc pour les gens jeunes, c'est moins pour 1 sur 10 000. Pour les personnes âgées avec des comorbidités, ça peut être jusqu'à 1 sur 1000, mais il n'est pas plus élevé que le risque, par exemple, de vous faire opérer d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse de genou. Dernière question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que, docteur, est-ce que je dois me faire opérer? Alors, si vous avez mal dans le bras et dans la main, et que votre moelle épinière ne souffre pas, euh, si vous devez vous faire opérer, ça dépend principalement de vous, ça dépend si vous supportez la douleur, si la douleur euh, régresse toute seule, si euh, vous êtes en état d'attendre de voir si la nature fait les choses lentement, euh, si vous trouvez les douleurs insupportables ou si elles durent depuis longtemps, eh bien, si tout ce que je vous ai expliqué ne vous a fait pas peur, c'est vraiment que vous avez mal, vous souffrez suffisamment et vous devez vous faire opérer. Si votre moelle épinière souffre, par contre, là, c'est plus difficile de vous dire ne faites rien. Pourquoi? Parce que les dégâts sur la moelle épinière peuvent être irréversibles. Et si nous conseillons une opération, c'est certainement souvent parce que le risque de l'opération si on le met sur la balance, le risque d'opérer est moindre que le risque de ne rien faire. Donc bien sûr, tout ceci doit se discuter et vous devez prendre le temps de réfléchir sur le bien fondé de votre opération. Voilà, je suis disponible pour répondre à d'autres questions si vous en avez et je vous souhaite une bonne journée.